Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais entamer une série de vidéos qui seront analytiques un petit peu et qui vont essayer, à partir de mon exemple personnel, à partir de moi et de ce que je vis, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je perçois, je vais essayer donc de faire une sorte de théorisation sur certains types de profils atypiques. Alors déjà, j'exclus tout ce qui est surdoué, ça ne m'intéresse pas, donc ne me parlez pas de ce sujet, hein. Je vais pas vous envoyer promener, mais je ne répondrai pas dans ce sens, hein, c'est pas la peine. Ça ne correspond pas à ce que j'ai envie d'exprimer, ce n'est pas moi. Moi, c'est autre chose. Vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et ne me renvoyez pas non plus à d'autres contenus théoriques. Pour l'instant, je me base sur moi-même et je suis suffisamment mûr et intelligent pour faire une analyse de moi-même. Par contre, rien ne vous empêche de faire des remarques, à condition que ça ne soit pas par rapport à des éléments théoriques que vous auriez perçus par ailleurs, et par rapport à des surdoués. Voilà. Moi, je suis pas dans ces publics, et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi. Et il faut pas que vous raisonniez, enfin, que vous écoutiez mes vidéos en ayant déjà un cadre qui ne serait pas le mien. Il faut raisonner de façon, enfin, c'est impossible. On va c'est de la théorie ce que je raconte. C'est impossible de raisonner indépendamment des connaissances que vous avez pu acquérir en lisant ou en regardant des vidéos sur les hauts potentiels et ceux qui prétendent l'être. Hein, parce que moi, j'ai entendu quand même des prétendus hauts potentiels qui avaient un langage euh, qui n'était pas littéraire du tout. Bon, après, vous allez me dire qu'il y a des hauts potentiels qui ne sont pas littéraires. Mais je pense notamment à quelqu'un qui a un QI très élevé et qui utilise des anglicismes. Donc, son intelligence devrait lui dire, à mon sens, si elle est si intelligente que ça, que impactante, c'est un anglicisme, c'est pas joli, c'est pas littéraire, ce n'est pas esthétique. Et il y a une autre personne qui se dit au potentiel, mais qui a un potentiel réel d'ailleurs, hein, je n'en sais rien, mais relativement élevé quand même, malgré tout, et qui utilise des être ok avec, enfin des tournures comme ça. Bon, certains vont me répondre que c'est du jargon de la PNL, enfin la programmation neurolinguistique, des choses comme ça. Mais moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas avec moi. Et non, je peux pas, c'est pas possible. Sauf si c'est quelque chose qu'on sort spontanément, évidemment. Hein. Moi aussi, j'ai mes tics de langage, j'ai mes inexactitudes et mes platitudes. J'ai des côtés beaufs, moi aussi. Hein. Ça, je peux vous l'assurer, malheureusement, et je lutte contre, mais je n'y parviens pas. Voilà. Donc, essayez d'écouter ces vidéos avec l'esprit vierge. Voilà. Si c'est possible, hein. C'est en théorie. Faut partir de ce postulat. Sinon, elles vont tomber à l'eau et on va sombrer dans les prototypes habituels qui, moi, ne correspondent pas à ce que je ressens et à ce que je suis. Mais si je fais ces vidéos, ce n'est pas pour, comment dire, par égocentrisme seulement, c'est pour en tirer des conséquences et voir si d'autres personnes ne sont pas comme moi. Voilà. Mais ne raisonnez pas trop vite. Alors, je vais prendre une situation que j'ai de la vie de tous les jours et je vais vous dire ce que je ressens moi et quelles sont les émotions, les sensations, les perceptions et les réflexions que je me fais dans certaines circonstances. Alors, ce qui me distingue des autres et ce qui peut-être vous distingue vous aussi des autres, ce sont les choses suivantes. Pour l'instant, j'ai réfléchi à ça et je distingue le type de pensée et de sensation qui nous distinguent. Voilà, on ne pense pas forcément aux mêmes choses. On n'a pas forcément les mêmes sensations qu'un citoyen lambda, ce qui explique notre décalage et notre difficulté à les côtoyer. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents ou plus intelligents. Non, j'ai l'impression qu'on fait partie d'une autre espèce. Moi, je vois de plus en plus ça comme ça. Une mutation, je sais pas, mais il y a quelque chose hein, qui ne résulte pas uniquement de l'éducation, à mon avis. Hein. Alors, deuxième paramètre, il y a l'intensité du ressenti. On peut le ressentir au niveau 0, au niveau 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, on va dire, hein, pour être un peu schématique et se faire que vous compreniez où je veux en venir. Et troisième paramètre, l'importance qu'on accorde à ces ressentis et à ces sensations, à ces perceptions. Voilà. Alors, il y a le type de pensée et de sensation, le
l'intensité du ressenti et de la perception, et l'importance qu'on accorde à ces sensations, à ces perceptions. Alors, il y a des variables. La fameuse variable invoquée en psychosocial, c'est notamment l'âge. Est-ce que l'âge ne va pas, pas parasiter, mais jouer un rôle important dans tout ça, y compris chez les normaux pensants, hein, voilà. Il y a aussi le degré de culture de la personne. Si on est plus ou moins cultivé, on va percevoir d'autres choses forcément. Notre environnement va s'ouvrir de façon plus large, forcément, hein, ou plus étroite sur certains points de vue. Voilà. Parfois, la culture nous empêche de percevoir des aspects poétiques. Si on est trop cultivé de façon scientifique, peut-être que l'aspect poétique de la vie va être paramétré, oui, par des idées théoriques qui ont été mises en évidence par des chercheurs, et ça va enlever l'aspect poétique. Voilà, par exemple, la Madeleine de Proust, hein, la sensation de la Madeleine de Proust, ça peut s'expliquer en chimie. Donc, ceux qui ont des connaissances en chimie minimales, au moins, vont peut-être être moins sensibles à la Madeleine de Proust. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je sais pas si c'est un bien ou un mal, je n'en sais rien. Alors, est-ce que la personne aussi est impliquée dans une activité créative ou pas, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein? Parce que là, l'activité créative peut être un moyen de gérer toutes ces perceptions, toutes ces sensations, ou alors elle va les activer. C'est-à-dire, si on se lance dans une activité créative, ces perceptions, ces sensations vont devenir beaucoup plus fortes du fait qu'elles trouvent une concrétisation dans un rendu créatif, que ce soit un tableau ou un livre, voilà, ou autre chose, hein, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, donc je vais vous prendre un exemple personnel, hein, mais ce que je raconte dans mes livres, ce n'est pas moi, c'est pas lié à moi seulement, hein. Dans un roman, les gens comprendraient que c'est pas lié à moi, mais qu'on raconte des souvenirs, on dit ah bah ça le concerne lui, ça n'a aucun intérêt. Bah, ça peut n'avoir aucun intérêt, mais pas parce que ça le concerne lui, parce que en fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne la personne qui écrit ses souvenirs, moi en l'occurrence, quand j'écris mes souvenirs, ça concerne la ville où se sont déroulés ces souvenirs, la maison où se sont déroulés ces souvenirs, et ça concerne aussi l'époque de ces souvenirs. Ça renvoie aussi à la façon dont la personne particulière rend compte de ses souvenirs, et en fait, on se rend compte, il y a plein de dimensions comme ça, que c'est l'histoire de l'humanité. Mes souvenirs ne sont pas moins intéressants que ceux de Jeanne Masse. Enfin là, je crois qu'il y a eu un malentendu, hein. Ni plus intéressants. S'ils sont moins intéressants, ce n'est pas parce que je ne suis pas célèbre mondialement, c'est tout simplement parce que je suis peut-être moins intéressant en tant que personne, ou que je sais moins bien transmettre mes émotions et mes sensations, mes perceptions. Voilà, la célébrité n'a rien à voir là-dedans. Sauf si on est célèbre parce qu'on est spécialement intelligent, spécialement remarquable. Voilà. Donc, mon livre par rapport à celui de Jeanne Masse peut être moins intéressant, plus intéressant, aussi intéressant mais de manière différente. Et ça dépend non pas de notre notoriété, et ça dépend de notre capacité à transmettre les informations par écrit, de notre sensibilité particulière pour transmettre des informations par écrit, ou d'autres paramètres qui ne sont pas liés forcément à la notoriété. Ça vraiment, mais bon, voyez, un normopensant va penser ah ben tiens, c'est Johnny Hallyday qui a écrit ses souvenirs, j'aime Johnny Hallyday, donc c'est forcément un plus intéressant que ce qu'écrit Pierre Calmar ou Huguette Tartampion. Pas forcément. Parfois oui, parfois non, parfois c'est pareil. Voilà. Mais j'espère vraiment m'être fait comprendre. C'est important tout ça, et j'arrive pas à le faire passer ce message-là. Et ce n'est pas un message pour moi que je fais seulement passer. C'est qu'on ne supporte pas d'être rejeté pour des motifs qui sont pas pertinents, c'est tout. C'est pas pertinent de penser comme ça. Voilà. Mais après, si on s'intéresse effectivement à un auteur, à un chanteur, à un acteur, je comprends qu'on veuille lire ses mémoires, hein, c'est autre chose, hein, voilà. Mais ça ne les rend pas plus intéressants pour autant. Alors, donc je vais prendre un parcours que j'ai fait, c'était fin 2019, je crois, à Montluçon, boulevard de Courtet. Alors,
comment donc j'ai vécu, je suis né à Montluçon et j'ai vécu dans le vieux Montluçon jusqu'à l'âge de 9 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans, je suis resté constamment à Montluçon, donc j'ai vécu à Montluçon jusqu'en 1985 et je suis revenu après chaque semaine jusqu'à l'âge de 54 ans, on va dire, hein, jusqu'à mon âge. Je suis retourné assez régulièrement, donc j'ai une bonne connaissance, enfin une connaissance qui est toujours la même, parce que les gens qui habitent une ville vont toujours aux mêmes endroits finalement, hein, et ce sont souvent ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vécu dans la ville, qui vont mieux la connaître, ils vont l'appréhender différemment, forcément. Hein. Donc, je me promène sur ce boulevard de Courtet dans l'idée d'écrire un livre sur ce que j'ai connu au niveau du boulevard de Courtet. Alors, une fois de plus, je suis tombé sur un lecteur qui n'a pas compris l'idée. C'est-à-dire que pour lui, un livre important, c'était un livre historique sur le boulevard de Courtet, mais il n'a pas compris que Pierre Calmar, tout modeste soit-il, c'est un personnage historique, comme lui-même est un personnage historique. Comme combien il y a d'habitants en France, je sais plus de 60 millions, il y a plus de 60 millions de personnages historiques. Ça, un normopensant ne va pas le comprendre. Voilà. Et il va se dire, ce sont les lettres de Marie-Antoinette, donc c'est important. Ce sont les lettres d'Adolf Hitler, donc c'est important. Alors, la duchesse de machin chose dont personne n'a entendu parler, c'est pas important, elle n'est pas connue. Voilà. Voilà, c'est typiquement un normopensant qui pense ça. Et encore, quand je parle d'une duchesse, les normopensants vont adhérer à cette idée de personnage important, parce qu'une duchesse, ça a quand même, à un moment donné, était important. Mais si c'est un citoyen lambda qui a vécu sans être un prisonnier de guerre, sans être impliqué dans l'armée de Napoléon, sans avoir subi les camps de prisonniers, etc., il va pas être considéré comme important, alors ce qu'il peut exprimer peut être beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus intéressant qu'une personne dite importante de l'histoire connue, voilà. Et ça, c'est un message que j'ai envie de faire passer, mais qui ne passe pas. Voilà, malheureusement. Ou alors, ça passe de façon cuculapraline, c'est-à-dire c'est du vécu, une fermière, une brave fermière, vécu. D'ailleurs, j'ai vu ça, hein, je sais plus où c'était autour de Thiers, en montagne, du vécu. La pauvre auteure, elle était obligée de faire ça pour vendre ses bouquins, sinon elle l'aurait pas vendu. Elle peut produire un chef-d'œuvre. Si c'est pas du vécu paysan, ça ne passera pas. Je vous assure, hein. Même si c'est nul, ça passera. Et si c'est un chef-d'œuvre, mais qu'elle ne parle pas du vécu paysan, elle aura très peu de lecteurs, quelques lecteurs atypiques, bien sûr, voilà. Donc, je me promène sur ce boulevard de Courtet, dans les deux sens, je remonte, je redescends, et je note mes souvenirs. Hein. Alors, moi, quand je suis, donc déjà à l'époque, donc j'avais plus de 50 ans, donc c'est la variable importante dont il faut tenir compte, et j'ai été également dans une activité créative, ce qui peut accentuer l'effet de sensation, d'émotion, d'impression, et le rendre plus prégnant, plus important. Voilà. Donc, je me promène. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je me promène? Alors, j'ai des sensations par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai été étant gamin, par rapport à ma mère, par rapport à mes sœurs, dans des endroits précis qui ont changé ou qui sont restés les mêmes. Et ça me procure même une forte sensation émotionnelle, presque au seuil des pleurs, quand je suis vers le fossé de la Cave, hein, en haut du boulevard de Courtet, à un moment où il y a le boulevard Carnot qui descend sur ma gauche, il y a l'avenue Général du Général de Gaulle dans un sens, et puis une autre rue qui mène à Désertine, etc. La route, ce qu'on appelle la route de Paris, de l'autre côté. Et là, je me revois à plusieurs reprises, soit avec mes sœurs, souvent Elisabeth, soit avec ma mère, au feu, et on traverse pour rejoindre Sainte-Philomène à l'entrée qui donne route de Paris. Il y avait une autre entrée. Donc là, il y a un très fort, une émotion que peuvent éprouver des normopensants par rapport à un vécu passé. Mais moi, je pense, c'est plus intense que par rapport à un normopensant, parce que je vais remarquer des détails qui ne sont pas ceux qu'un normopensant vont remarquer. Voilà. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose que j'ai vu sur la chaussée, un clou à l'époque, ou une fillette qui portait un verre particulier, des choses comme ça qui vont m'assaillir. Alors, donc il y aura une nostalgie effectivement liée à l'âge, hein, mais c'est une nostalgie qui sera décuplée
par rapport à une personne normopensante. Ne me dites pas comment je suis arrivé à ça, j'essaierai de vous l'expliquer, hein, parce que vous allez comprendre peut-être grâce aux 3 exemples que je vais vous donner. Hein. Alors, dans ce boulevard de Courtet, il y a des émotions que j'ai vécues étant gamin, mais il y a aussi l'aspect historique. Alors, je me suis demandé, je me demande toujours, donc j'étais à ce passage piéton, vers le fossé de la Cave, parce qu'il y a beaucoup de fossés à Montluçon, enfin, il y a beaucoup d'endroits qui sont voilà, qui donnent d'ailleurs sur le jardin Wilson, hein, quand on descend le boulevard Carnot, et comment dire, par rapport, par rapport à ça, il va y avoir des sensations et des émotions qui ne seront pas liées à moi. Donc là, il y a moi, et je me dis, mais tous les gens, au fil des siècles, voire des millénaires, je sais pas, hein, qui sont passés à cet endroit, qui sont arrêtés à cet endroit, j'ai l'impression de voir une foule de gens qui sont là, et je dis, mais comment faire pour les retrouver, ces gens? Ils sont où? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Un normopensant, est-ce qu'il va penser à ça? J'en sais rien. Oui, mais il va vite oublier, occulter le truc au bout d'un moment, très vite. Et moi, non, ça m'assaille, et j'ai envie de voir presque les gens, déjà, au moment où il y avait le feu rouge, tous les milliards, sans doute, de gens qui sont passés par là, je sais pas combien il y en a eu, et qui sont arrêtés à ce feu, déjà, quand le feu a existé, avec des costumes différents, avec en fonction de l'histoire. Donc il y a l'aspect quelque chose d'un peu surréaliste et historique qui intervient. Donc il y a le vécu personnel, le vécu métaphysique, le vécu historique, le vécu millénaire, le vécu création du monde qui va au-delà de l'aspect historique qui m'assaille, moi. Voilà. Et quand je descends aussi le boulevard de Courtet, je vois des différentes époques d'immeubles, le palais de justice, la mairie, différentes époques, des bâtiments somptueux, d'autres moins. Tiens, une maison art déco, à cet endroit-là, un immeuble art déco plutôt, sur le boulevard de Courtet. Il y a plein de choses comme ça. Et je vais me poser des questions à plusieurs niveaux. Au niveau de mon simple vécu, et le fait que le passé disparaît. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qui a posé le pied à cet endroit-là? Combien de gens ont posé le pied à cet endroit-là? Quel magasin il y avait à la place de cet autre magasin? Là, c'est l'aspect plutôt historique. Qu'est-ce qu'il y avait avant que Montluçon n'apparaisse? C'était quoi? Voilà. Mais il y a un mystère, le mystère de la vie qui, en plus, englobe tout ça, qui est lié à tout ça. Mais je sais pas comment vous le faire. Vous allez dire tout le monde pense à ça. Ben non, je me suis rendu compte que non. Alors ceux qui sont historiens vont essayer de rechercher, effectivement, et ils vont rechercher, mais ils ne vont pas aller. Il y a quelque chose d'impalpable qui est en plus chez moi, parce que j'ai discuté avec des historiens, et ces aspects-là, certains les perçoivent, mais ils ne veulent pas finalement les voir, et ils veulent parce qu'ils sont assaillis d'émotions. J'ai envie de dire, moi par exemple, je n'ai pas besoin de voir des choses extraordinaires, parce que les choses extraordinaires vont me saturer sur le plan émotionnel. Je risque de me saturer, et je risque d'être complètement en dépression, et je suis obligé de les fuir. Et il se trouve peut-être que certains historiens amateurs ou plus sérieux entre guillemets, plus de formation, hein, et également ces sensations, mais qui ne puissent pas, je suis pas capable de les supporter. Donc quand je fais le tour du pâté de maison, j'ai finalement suffisamment d'impressions et d'émotions, et je n'ai pas besoin d'aller en Chine. Vous voyez, ça ne sert à rien. Ça va me saturer, comme si j'avais une lumière trop forte en face de moi. Et je serais peut-être pas capable de voir tout ce qu'il y a à voir, et peut-être qu'il y aura moins d'émotions, puisque je m'interdirais de les ressentir, pour ne pas sombrer dans la folie, dans la dépression ou quelque chose comme ça. Alors, je reviens sur 3 remarques qui m'ont été faites par 3 personnes, que je trouve bien d'ailleurs, enfin 2 sur les 3 que je trouvais intéressantes. Alors, c'est une dame que j'allais voir de temps en temps, qui est décédée, et je lui parle brièvement, d'ailleurs elle a vu un de mes livres qu'elle avait apprécié, je lui parle brièvement de ce que je faisais au niveau du passé, et je lui dis
En fait, quelque chose comme c'est complètement fascinant ce passé, tout ce qui a vécu, des gens qui étaient célèbres à un moment et dont on ne parle plus. Alors d'où une parenthèse que j'ouvre, mon attrait pour Martine Carol et Giacomo Meyerbeer, qui ont connu un succès mais retentissant, énorme, que peu de gens ont connu. Je sais pas qui, au point enfin, Meyerbeer d'être le premier compositeur de son époque au niveau du succès, qui était plus connu enfin, plus apprécié que Mozart, que Verdi, que Wagner, par exemple, avec eu plus de succès et qui a connu des succès sans précédent au 19e siècle et dont on ne parle quasiment plus ou avec mépris. Les snobs n'aiment pas ce compositeur. Hein. Vous savez qu'on s'était moqué de moi parce que je l'appréciais. Voilà, je donne cet exemple. Bon, et là je dis, mais c'est fascinant ce passé. Et ma réplique tombe à plat, c'est-à-dire que on me demande pas, tiens, en quoi ça te fascine? Moi aussi, ça m'intéresse. Pourquoi? Explique-moi. Moi, j'aurais immédiatement posé cette question. Ben non, c'est tombé à plat. En fait, le passé, par exemple, devant chez moi, donc à Thiers, et je me dis, mais tous les gens qui sont passés dans cette rue au fil des siècles, qu'est-ce qu'il en reste? Où s'est passé tout ça? Toutes les paroles qui ont été échangées, toutes les émotions qui ont été exprimées, ressenties, c'est où? C'est quoi? Qu'est-ce que ça devient? Donc approche donc un peu métaphysique, un peu scientifique, parce que il y a certainement quelque chose à creuser à ce niveau-là. Ben tout ce que j'aurais pu exprimer est tombé à plat parce que pour elle, cette personne, le passé, c'était, je sais pas moi, son père, sa mère, et ça renvoie à quelque chose de lié à elle uniquement. Déjà, oui, mais pas au-delà, pas au-delà. Elle s'est interdit ou elle ne peut pas aller au-delà, cette personne. Voilà. Mais je reste dans le flou parce que je ne sais pas exprimer plus loin. Voilà. Deuxième personne, au décès de ma mère, et j'ai dit que j'allais écrire des livres de souvenirs. Bon, j'ai commencé d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs, dont un est bientôt prêt. Ça concerne pas seulement ma mère, enfin c'est plus un peu plus général que ça. Et c'est aussi une interrogation un petit peu métaphysique. De toute façon, mes livres sont tout le temps comme ça. Maintenant, ils seront tout le temps comme ça. Et ceux qui ne percevront pas cet aspect un petit peu, c'est pas métaphysique, je trouve pas le terme. Hein. Je l'emploie faute de mieux. Mais moi, je fais pas des hockey, ou des sympas à tout bout de champ. Métaphysique, c'est au moins un terme un peu élevé. Donc c'est pas le terme qui convient, mais je l'emploie quand même. Tout cet aspect métaphysique apparaîtra tout le temps. Maintenant, c'est pas possible. Il y aura forcément un aspect métaphysique, entre guillemets, poétique, en plus du reste. Sinon, je n'écris pas le livre, sinon le livre ne m'intéresse pas. Sinon, le livre il part directement à la poubelle et il ne m'intéresse pas. Même si c'est un futur best-seller d'1 million d'exemplaires, ça ne m'intéresse pas. Ça n'apportera rien parce que un livre qui n'a pas une dimension poétique et une interrogation un petit peu philosophique sur la vie, mais modestement, hein, de façon empirique, de façon approximative, n'a aucun intérêt pour moi et j'en écrirai pas. Voilà. Et ceux qui ne perçoivent pas ça dans un livre, eh ben, ils vont pas comprendre mes livres où je vais en venir. Et si la personne un peu sensible ne perçoit pas ça dans mon livre, c'est que j'ai été maladroit et que j'ai pas été bon auteur. Mais c'était forcément présent, du moins dans les livres que j'écris depuis 2020. Avant, je sais pas si c'est systématique, à mon insu peut-être. Donc, je continue la deuxième personne, je lui dis ça, elle me dit « Ah ben, les souvenirs, ils sont surtout dans la tête des gens qui l'ont connu. » C'est quelqu'un que j'aimais bien, hein, donc il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas rejeté pour autant. Hein. Ouais, bon, ça coupe toute communication, voyez ce que je veux dire? Ben, oui, effectivement, mais la personne qui ont connu ces personnes vont mourir à leur tour, et qu'est-ce qui restera de la personne qui est morte avant? Voilà, bon, moi je pense qu'il en restera quelque chose, parce que j'ai une perception que les individus ne meurent pas à leur mort, hein, bon. Mais sans avoir, et sans vouloir, mais moi je voudrais vraiment une approche scientifique. Les approches religieuses, elles ont peut-être de l'intérêt, les approches un peu fantaisistes, des gens qui sont dans le plafond, là, elles ont peut-être de l'intérêt, hein, je dis pas que c'est idiot, mais ça me convainc pas, voilà. Donc j'attends cette approche scientifique, qui viendra ou pas, je la connaîtrai, puisque bon voilà, un jour ou l'autre. Et donc là, ça coupe tout. Et moi, j'aurais, par rapport à quelqu'un qui me dit ça, j'aurais sauté sur l'occasion, quitte à le crisper par mes questions, à la limite. Hein. Je dirais, ah oui, tiens, intéressant, raconte-moi tout ce qui te passe par la tête.
J'aurais vraiment tout de suite réagi par rapport à ça, du moins en face à face, que par mail j'ai un peu de mal, parce que comme j'écris beaucoup, j'ai du mal à répondre par mail, par l'écriture, parce que ça me prend trop d'énergie. Pour ça que je réponds pas toujours à vos mails, hein. C'est pas par manque d'intérêt. Voilà. Donc là, communication coupée, une fois de plus, voilà. Alors après, troisième chose, je fais allusion à quelqu'un, mais là c'est bon, c'est peut-être biaisé parce que c'est sur un chat, hein, quelqu'un que j'avais côtoyé au téléphone et avec qui je parlais de temps en temps par internet, hein. Et je lui dis, par rapport à une situation que je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, j'ai ressenti quelque chose de très très fort, et ça a été vraiment avant et après. Par rapport à cette activité, par rapport à ça, etc., etc. Bon, voilà. En gros, j'ai dit ça. Et j'attendais qu'il me pose la question et qu'il me dise, bah, décris-moi ce que tu as ressenti. Il m'a dit, ben, ah oui, on a tous des sensations par rapport à ça. Tout le monde est dans ce cas. Mais c'était pas méchant, je crois. Il m'a pas renvoyé dans les roses, hein, en disant que moi j'étais un cas particulier, que tout le monde ressentait ça. Ben ça m'a empêché d'exprimer ce que j'avais ressenti, et j'espérais que lui et qu'il me dise aussi ce qu'il avait ressenti dans les mêmes circonstances, puisqu'on avait un vécu commun. Ben non, rien, rien. Et là ça a coupé le truc. Là par contre, ça m'a tellement brimé. Qui m'en parlent pas, au moins ils disent bah, là pas par écrit j'ai du mal, au téléphone. Alors ne me dites pas encore c'est des gens qui ont du problème avec l'écrit, je veux bien l'entendre, mais dans ce cas on téléphone, hein, on trouve un moyen, ou alors on dit bah je peux pas l'exprimer parce que c'est trop fort et j'ai pas les mots, qui se posent pas des mots qu'il faudrait pour exprimer ce que j'ai ressenti d'extraordinaire face à cette situation, face à ce spectacle. Voilà. Donc là, j'ai arrêté, et c'est quelqu'un que je ne verrai pas, que je ne rencontrerai pas, parce qu'on va être tout le temps en porte-à-faux. On sera comme vous vous rappelez les opéras de Donizetti, où il y a des chœurs dans Anne Boleyn, par exemple, Donizetti 1830, hein, opéra très célèbre que beaucoup de gens connaissent quand même ceux qui sont pas bon. Eh bien, alors chacun, il y a des septuors, des chœurs à 7 voix, plus chœur en plus. Enfin, le chœur général, non, c'est plutôt des septuors, hein, c'est pas des chœurs, excusez-moi, c'est plutôt 7 personnages qui chantent. Eh ben, chacun chante indépendamment son morceau, chacun est dans son truc, sans tenir compte du point de vue des autres, on a l'impression, mais l'ensemble forme quelque chose de magistral et d'extrêmement beau, hein, surtout dans Anna Bolena. Et je crois qu'il y a ça aussi dans Polyeucte, notamment une version avec Maria Callas et Franco Corelli. Ou dans Anna Bolena, j'ai senti sur ma main. Après, un autre reprend quelque chose. Chacun est dans son. Et ben, ça serait ça. Ça serait peut-être un beau cœur, mais chacun va parler de son côté, sans communiquer réellement avec l'autre, parce que ce sont deux espèces différentes. L'un est un mutant qui sort de la normopensance. Pas par tous les côtés, hein. Il est beauf par certains côtés. Moi, je suis souvent beauf encore, hein. Et l'autre, c'est le normopensant de base. Je suis désolé de le dire, hein. Alors que les deux autres que j'ai cités, c'était pas des normopensants de base, à mon avis. C'est autre chose encore. C'était une autre sensibilité, peut-être, hein. Peut-être des normopensants, mais haut de gamme. Bon, là, c'était un normopensant, qui coupe la communication, mais sans s'en rendre compte, mais qui casse tout, quoi. C'est terrible de subir ça. Moi, j'ai vraiment, et c'est fini. Je ne communiquerai plus avec ce bonhomme-là. C'est fini. Il est pas. Il est peut-être très intéressant par ailleurs pour d'autres gens, mais pour moi, ça ne me convient pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Alors que moi, quelqu'un m'aurait dit ça. Tiens, comment tu as vécu la première fois que tu as vu ce genre de spectacle? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, je jetterai là-dessus, hein, pour voir si c'est la même impression, la même sensation. Voilà, donc j'ai brossé en gros, mais quelque chose de vraiment approximatif, ce qui je crois me distingue de pas mal de gens. Alors c'est le type, je récapitule un petit peu les paramètres, hein, que j'ai énumérés. Le type de pensée, d'émotion, de sensation, qui peut différer. Alors quand elles sont pareilles, elles sont identiques, c'est l'intensité du ressenti, la force. Et troisième chose, l'importance qu'on accorde à ce ressenti, à cette force de ressenti.
Après, il y a des variables autres qui font que ça modifie un peu tout ça et ça fausse. Il y a l'âge. Si on a plus de 50 ans ou moins de 50 ans, je mets cette barre à 50 ans, ça fait un peu beauf normaux-pensant, mais je trouve qu'il y a une importance qu'après 50 ans, on a tendance, en général, je le crois, mais ce n'est pas validé par une expérimentation, ça n'a pas de validité, c'est un ressenti, on a tendance à accorder plus d'importance à l'après-vie. Même si moi je suis sensibilisé à ça dès l'âge de 5-6 ans, je crois, hein. Et surtout à 13 ans, il y a eu une période très importante hein, par rapport à ça, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, c'est surtout après 50 ans que j'ai été le plus sensibilisé, vers plutôt 48 même, je dirais, parce que j'aime pas les âges ronds, il n'y a pas de raison qu'à 50 ans, non, vers 48 ans, je dirais, ça a commencé à me titiller encore plus, disons. Hein. Le degré de culture qu'on peut avoir, parce que si on s'intéresse à des aspects historiques, il faut déjà être capable d'analyser un petit peu. Et est-ce qu'on est impliqué dans une activité créative qui peut être un moyen de gérer toutes ces émotions, ces sensations, ou alors quelque chose qui va les activer. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos de toutes sortes, parce que je ne suis pas un monolithe, hein, vous l'avez remarqué. Et je vous dis bonne journée. Au revoir.